de lancer l'enregistrement puisque toutes les séances sont ensuite disponibles sur la chaîne du séminaire et on a actuellement déjà pas mal depuis 2 ans, même plus, toute une série d'interventions et ça constitue une bibliothèque finalement assez riche parce que très très variée. Et ça, je pense que c'est aussi un des succès du séminaire que d'avoir pu réunir tous ces éléments-là. Donc, je vous remercie. Et ce que je vais commencer par faire, c'est vous donner, vous laisser vous présenter vous-même, car je pense que c'est la meilleure façon de procéder. Vous nous direz qui vous êtes et comment vous en êtes arrivé à ce travail, et ensuite vous nous exposerez votre travail. En tout cas, je vous remercie beaucoup, tous les deux, Merci Justin et beaucoup. Thierry. Merci beaucoup, Monsieur Perrault, pour aussi l'invitation à participer à votre séminaire. Bien, je m'appelle Thierry Vircoulon, je suis chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Je coordonne à l'IFRI l'Observatoire pour l'Afrique centrale et australe depuis 2016. Et du coup, je chapeaute un certain nombre de recherches sur toute cette zone, dont la recherche dont nous allons vous parler aujourd'hui. Et je laisse Justin se présenter lui-même. Merci pour la parole. Je suis Justin Mouetaminois. Je mène des recherches sur le terrain en collaboration avec Thierry Vircoulon. Et je pense que ça suffit pour le moment. Je collabore aussi avec l'organisation qu'on appelle Femmes pour la paix et les droits humains sur le terrain pour bien mener ces activités-là. Et où je gère un peu leur programme de recherche, mais aussi de protection, programme de protection. Voilà. Et je crois que maintenant, là, c'est dans le cadre du travail qu'on a eu à produire qu'on aura à vous parler. Alors, le travail dont parle Justin, c'est une recherche, une investigation qu'on a faite à la fin de l'année dernière sur un scandale qui commençait à faire du bruit en RDC et qui concerne l'exploitation minière par des entreprises chinoises, l'exploitation d'or par des entreprises chinoises dans le territoire de Mwenga au sud Kivu. Alors, pour vous situer un peu les choses, et d'ailleurs, Justin Mouetaminois vous parle de là-bas, il est basé à Bukavu. Je vous ai mis cette carte devant vous, qui est la carte de la province du Sud Kivu, qui se trouve donc sur la frontière est de la République démocratique du Congo. Et Bukavu est la capitale de cette province, qui est très grande, je crois que c'est à peu près la taille de la Belgique, ou même un peu plus. Et donc, Justin Mouetaminois est actuellement à Bukavu, que vous pouvez voir sur la carte. Et l'affaire dont on va vous parler se déroule dans le territoire de Mwenga. Donc, la province est divisée en plusieurs territoires dont vous voyez les noms sur l'écran. Et Mwenga, c'est un territoire à peu près au centre de cette province où il y a de l'or. Alors, le Sud Kivu est une province aurifère. Il y a d'importants filons d'or dans cette province qui ne donnent pas lieu, qui ont donné lieu à des tentatives d'exploitation industrielle qui se sont développées ces dernières années, mais dans des conditions assez difficiles, parce qu'en même temps, c'est une province qui est très insécure, où il y a beaucoup de groupes armés. Du coup, il y a à la fois donc, ces tentatives de construction de mines industrielles, mais il y a aussi beaucoup d'orpaillage artisanal qui est fait dans la province du Sud Kivu. Alors, comme je vous disais, le sujet de notre note, qui s'intitule « Un scandale sino-congolais, exploitation illégale des minerais et des forêts par des entreprises chinoises au Sud Kivu », concerne une affaire donc, qui a eu lieu et qui a toujours lieu d'ailleurs dans le territoire de Mwenga, où à partir de 2019, des entreprises chinoises sont venues s'implanter pour exploiter un filon aurifère dans une chefferie spécifique du territoire de Mwenga.
et elles l'ont fait de manière très anarchique. Et ce scandale sino-congolais nous a paru très intéressant parce qu'il dévoile les méthodes de pénétration du secteur aurifère artisanal par les entreprises chinoises, et il met en évidence aussi les problèmes qu'elles posent. Et donc, je vous donnerai évidemment ce qui est la substantifique moelle de notre recherche, c'est-à-dire ces deux points, la méthode de pénétration des entreprises chinoises et puis les problèmes que ça pose. Et Justin vous fera un point de situation sur l'évolution de ce scandale, puisque notre note, on a fait notre recherche à la fin de l'année dernière, on a publié notre note en décembre, mais depuis décembre, il y a eu un certain nombre de développements sur lesquels Justin reviendra. Alors, comme je disais, c'est une affaire qui commence à partir de 2019 avec l'arrivée de sociétés chinoises, 5 ou 6, qui s'implantent dans une chefferie de Mwenga où il y avait déjà des exploitants artisanaux qui exploitaient avec leurs petits moyens un filon aurifère. Alors, ce qui est très intéressant, c'est la façon dont ces entreprises se sont implantées. Et c'est pour ça que la question de la méthode de pénétration du secteur aurifère artisanal est très intéressante. Premièrement, elles ont passé des accords avec des coopératives minières, puisque dans les zones artisanales, l'artisanat minier en RDC, il y a des coopératives minières, et ce sont elles qui ont les droits miniers, le droit d'exploiter ces filons. Donc, elles ont passé des accords avec ces coopératives minières pour avoir accès au territoire, en quelque sorte. Et puis, elles se sont mises à exploiter, ce qu'elles ne sont pas censées faire. Et donc, pour exploiter, là, elles ont dû acheter un certain nombre d'autorités pour qu'elles ferment les yeux sur leurs pratiques d'exploitation illégales. Alors, leurs pratiques d'exploitation sont illégales massivement, si je puis dire, puisqu'elles ne respectent à peu près aucune des législations nationales, que ce soit la législation minière, par exemple, qui implique maintenant de plus en plus de pays ont adopté les principes de responsabilité sociale des entreprises pour le secteur minier. Et donc, dans beaucoup de codes miniers, y compris celui du Congo, maintenant, les entreprises minières ont un cahier des charges où elles doivent faire un certain nombre d'actions de développement pour les communautés dans les zones où elles exploitent. Donc, il y a un cahier des charges de ces actions de développement communautaire. Et donc, les sociétés chinoises, de ce point de vue-là, soit n'ont pas signé de cahier des charges, soit ont signé des cahiers des charges bidons, c'est-à-dire qu'elles ne mettent pas en œuvre. La fraude également, enfin, ils ne respectent également absolument pas la législation environnementale, qui prévoit des études d'impact, évidemment, avant de commencer à créer une mine, des études de faisabilité, etc. Donc, ça, ils ne respectent pas. Ils ne respectent pas non plus la législation fiscale, puisqu'ils dissimulent les quantités d'or qu'ils produisent et ils sous-estiment systématiquement ces quantités. Et puis, évidemment, pour l'exportation, ils font la même chose en ce qui concerne les déclarations douanières. Donc, l'ensemble de leurs pratiques, si on regarde la chaîne de production et d'exportation, l'ensemble des pratiques sont en violation du droit local. Et pour que cela puisse tout de même avoir lieu, il faut évidemment créer un réseau de corruption et, comme je le disais, acheter un certain nombre d'autorités. Et donc, ce qui est intéressant aussi dans ce qu'on voit à travers cet exemple qui me paraît assez typique, c'est qu'il faut donc à la fois acheter les autorités locales, donc les chefferies, les chefs coutumiers, mais il faut aussi acheter les autorités de la province. Et ce qu'a mis en évidence ce scandale, c'est qu'au niveau du gouvernement provincial, le gouverneur, le ministre des Mines, etc., étaient tous dans la combine et étaient tous bénéficiaires des pots de vin des entreprises chinoises. Et il faut également
acheter aussi les autorités militaires. Comme je le disais au début, c'est une zone qui est insécure et par conséquent, les compagnies chinoises sont accompagnées dans leur déploiement sur le terrain par des militaires congolais pour les sécuriser et les protéger. Et donc ça aussi, ça implique de soudoyer les autorités militaires pour qu'elles affectent un certain nombre de soldats pour vous protéger. Alors, la méthode de pénétration, donc c'est à la fois de nouer un partenariat avec les coopératives minières locales et après de créer un réseau de corruption qui concerne les différentes autorités administratives et politiques qui pourraient gêner vos pratiques d'exploitation. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette affaire, c'est qu'on voit aussi les limites de cette méthode qui, sur le terrain, aboutit de facto à l'expropriation des orpailleurs locaux hein, au bénéfice des entreprises chinoises. Et la limite, c'est qu'évidemment, cette méthode produit des contre-réactions des communautés locales. Et c'est pour ça que l'affaire a fini par être connue et a fini par constituer un scandale en RDC. Alors, ces contre-réactions, elles vont de la violence envers les sociétés chinoises. Il y a eu des kidnappings, il y a eu des bagarres, il y a eu des violences de part et d'autre, évidemment. Elle passe également par la dénonciation de la situation par ce que j'appellerais les lanceurs d'alerte locaux, c'est-à-dire en fait les organisations locales de la société civile de Mwenga, qui ont fait un gros travail d'alerte et aussi de lobbying pour sensibiliser les élus à tous les niveaux, élus locaux, élus provinciaux, et puis à la fin élus nationaux. Et c'est grâce à ce travail de lobbying et de plaidoyer qu'il y a finalement eu des commissions d'enquête, d'abord au niveau provincial et puis après au niveau national, qui ont finalement mis ce scandale, ce problème, sur l'agenda du gouvernement. Et donc, à la fin de l'année dernière, en septembre de l'année dernière, le Premier ministre lui-même a dû s'emparer du dossier et a dû se prononcer sur ce qu'il se passait là-bas et diligenter d'autres enquêtes, etc., etc. Et donc, on voit que c'est vraiment le rôle très important que jouent les organisations locales de la société civile dans la défense des intérêts communautaires contre un partenariat d'intérêts chinois et des élites politico-militaro-administratives locales. Il y a une vraie lutte entre les deux avec des intérêts clairement divergents. Ce qui s'est passé à la fin de l'année dernière, la réaction fait de l'implication du gouvernement dans cette affaire, ça a été que le gouverneur a fait l'objet d'une motion de défiance de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu et donc a été destitué au début du mois de novembre de l'année dernière. Son vice-gouverneur, lui, a été rappelé à Kinshasa et le général qui commande la région militaire a été lui aussi rappelé et changé d'affectation. Et donc, la corruption des autorités civiles et militaires a été vraiment mise sur la place publique et ça a montré qu'il y avait une véritable mafia minière qui était quand même très puissante dans cette province. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de sanctions véritables, à part, comme je le disais, que les gens ont perdu leur poste et ont été affectés ailleurs. Mais on est actuellement un peu dans une situation de stand-off et une situation de face à face, et le problème n'est pas réglé, mais je laisserai Justin développer ce qui s'est passé au premier trimestre de cette année. Et pour finir, donc dans les points saillants
qui ressortent de cette recherche, outre la méthode de pénétration du secteur aurifère artisanal, outre évidemment la révolte des communautés locales, c'est aussi le fait qu'il y a eu une réaction chinoise de l'ambassade de Chine qui était en quelque sorte un peu le minimum syndical, si je puis dire. Les déclarations de l'ambassade de Chine, lorsque le scandale a émergé, étant de dire que, bien entendu, les entreprises chinoises devaient respecter la loi du pays et que celles qui ne le faisaient pas devaient être sanctionnées, etc. Mais c'est un discours qui est évidemment contraint et était le seul discours possible pour l'ambassade de Chine, mais qui n'a pas été plus loin. Mais qui a quand même réagi très rapidement parce qu'il y a une ambiance générale de mise en accusation des intérêts des entreprises chinoises en RDC et ailleurs en Afrique. Et donc, on a vu à la fois qu'il y a eu une réaction diplomatique assez rapide des autorités chinoises, mais sur un discours relativement convenu. Donc, je vais m'arrêter là-dessus et passer la parole à Justin, qui j'espère nous entend bien et qui va vous donner, lui, la suite de ce scandale sino-congolais, puisque, comme je vous le disais, notre étude s'est arrêtée à la fin de l'année dernière et depuis, il y a eu un certain nombre de développements sur lesquels il va pouvoir vous actualiser. Justin, je te passe la parole. Merci pour la parole. Je ne sais pas si vous me captez très bien. Oui, très bien. Ouais. Je pense que M. Thierry venait de décrire un peu la méthode de pénétration et les quelques conséquences, les aspects de violation de droits, mais aussi les quelques conséquences de cette exploitation illégale de minerais dans le territoire de Mwenga. Comme il vous l'a dit, moi je suis présentement à Bukavu et j'ai pu moi-même me rendre jusque dans les sites et pour récolter toutes ces données dont nous vous parlons maintenant. Et par rapport à ça, les événements qui ont suivi juste après la publication de notre note, c'est que effectivement cette coopération qui existe désormais entre la société civile et quelques acteurs du gouvernement pour pouvoir défendre un peu les intérêts de la population ont conduit à beaucoup de réactions vis-à-vis de cette présence chinoise et de cette exploitation, l'exploitation des minéraux dans ce site. Ainsi, par exemple, il y a eu le 20 août 2021 un arrêté de gouverneur qui a décidé la suspension des activités de ces sociétés chinoises. Et à la suite de cela, il y a eu aussi une série de manifestations pacifiques des populations locales dans le Mwenga, à Bukavu, à Mwenga, à Kamituga et à Kitutu. Il y a eu au mois de novembre cette interpellation du gouverneur par l'Assemblée provinciale. Il a été interpellé et le 2 décembre, le gouverneur a été destitué par une motion de défiance votée par l'Assemblée provinciale. À ce moment-là, on est réellement entré dans une crise politique au niveau provincial parce qu'il n'y avait plus de gouvernant. Au même moment, le gouverneur a été destitué, le vice-gouverneur a été rappelé à Kinshasa et c'est le ministre de l'Intérieur qui devait assumer l'intérim. Ce qui a créé un peu une méfiance entre les différents acteurs politiques. D'abord,
entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, mais aussi entre les membres du gouvernement provincial eux-mêmes, c'est-à-dire le gouverneur, le vice-gouverneur, le ministre de l'Intérieur. Après cela, il y a eu une série aussi de correspondances venues du gouvernement national pour interpeller tous les acteurs au niveau de la province qui sont intervenus pour faciliter cette exploitation de minerais au niveau de la province. Ici, on a vu le ministre des Mines au niveau de la province qui a été rappelé aussi à Kinshasa. Ainsi, c'était pratiquement une situation de chaos au niveau de la province à cause de cette affaire d'exploitation de minerais et même de forêts au niveau de la province. M. Thierry venait déjà de parler du remplacement aussi du commandant de la région militaire. Et pendant ce temps, on a pris de décembre à février, c'était pratiquement une situation de chaos et c'était la seule affaire qui était en train de préoccuper tous les acteurs sociaux et politiques de la province. Mais c'est seulement en février, début février, qu'il y a eu effectivement arrêt des activités d'exploitation des minerais par les Chinois parce qu'il y a eu, en plus de la délégation des députés nationaux venus de Kinshasa qui se sont rendus dans le territoire de Mwenga, il y a eu aussi une délégation venue du ministère national des Mines et qui est allée effectivement jusqu'à Mwenga. C'est exploité qu'il y a eu arrêt. Ils sont dans les différents sites, seulement en train de garder leur matériel, mais ils n'exploitent plus. À cet événement, il faut peut-être ajouter le fait qu'il y a maintenant beaucoup d'actions, beaucoup de familles qui ont été victimes de cette exploitation, notamment celles qui ont été expropriées de leurs concessions, de leurs parties de champs, de leurs étangs piscicoles. Tout ceci ont commencé à s'activer pour porter plainte contre les Chinois et même contre certaines autorités provinciales. Et il y a donc beaucoup de dossiers qui sont pendant devant la justice contre les Chinois et contre certaines autorités provinciales pour essayer de réclamer leurs droits. C'est une situation de litige qui continue jusqu'à présent. Il convient peut-être de souligner effectivement la situation, l'utilisation par les Chinois pendant l'exploitation de minerais. Ils ont utilisé aussi certains produits qui sont nocifs à l'environnement, notamment le mercure blanc et la cyanure, comme on appelle ça. Et ceci a comme conséquence qu'ils éliminent tout ce qu'il y avait comme végétation autour de ces sites, que l'on craint progressivement qu'il n'y ait plus des herbes qui puissent pousser dans les sites où l'exploitation se faisait. Et il y a toujours, il faut effectivement souligner les différentes violations dont ont été victimes les riverains, ça veut dire les familles qui vivent autour de ces sites. Certaines se sont vues expropriées de leurs concessions, mais aussi d'autres ont été victimes de mauvais traitements de la part des militaires qui gardaient les sites miniers et même qui gardaient les Chinois. Parce que comme il y avait déjà beaucoup de revendications, il y avait aussi un grand nombre de militaires qui étaient dans le site pour assurer la sécurité des Chinois, mais également de tout leur matériel et de toute leur production. Je pense que de manière un peu succincte, je peux parler de cela. Donc, comme M. Thierry, pour finir, il a dit qu'il n'y avait pas respect de code minier, mais aussi de code fiscal. Il est vrai qu'avec le code minier, les Chinois devaient
signé de cahier de charges avec chaque communauté ou avec chaque concessionnaire qui était dans ce site-là, mais cela n'a pas été fait. Ça veut dire qu'ils ont non seulement été expropriés de leur site, mais aussi ils sont restés maintenant, ils se sont appauvris davantage parce que même les petits biens qu'ils avaient, ils ont tout perdu. Et maintenant, là, c'est une paupérisation qui s'accentue davantage. Je pense que je peux m'arrêter à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. C'est pas de problème. Voilà, donc si je peux juste donner un petit peu le mot de la fin. Donc, comme le disait Justin, ce qui s'est passé, les derniers développements mettent en évidence le fait qu'il y ait eu une crise, que ce scandale ait abouti à une crise politique au niveau provincial qui n'est pas encore complètement résolue. Et donc, on voit pas les potentiels, mais la réalité des problèmes que peuvent poser ce type de pénétration assez anarchique dans le secteur aurifère africain. À la fois les dommages pour les communautés, évidemment, mais aussi la dimension politique, la création de problèmes politiques locaux, puisqu'il y a eu évidemment un jeu de renvoi, un jeu de ping-pong au niveau des accusations entre différentes autorités, et notamment entre les autorités au niveau provincial et les autorités au niveau national. Maintenant, la rupture de confiance, évidemment, entre l'Assemblée provinciale du Sud Kivu et le gouvernorat. Et donc, ça illustre cette situation. Il faut aussi noter que ce scandale local s'inscrit dans un contexte national des relations sino-congolaises où les autorités, le président congolais veut remettre en cause ou réexaminer ou réévaluer les contrats chinois et a créé une commission à cet égard l'année dernière. Donc, pour le moment, on n'a pas de nouvelles, il n'y a pas eu de décision, mais en tout cas, il y a une politique très claire de réévaluation des contrats chinois qui a été lancée par le président. On verra quels sont ces aboutissements et ces conclusions, mais il ne faut pas perdre de vue que ce scandale local s'inscrit aussi dans cette dynamique nationale qu'on voit apparaître maintenant, pas seulement en RDC, mais chez d'autres gouvernements africains, où ils maintenant veulent réévaluer et renégocier les accords qu'ils ont passés avec des intérêts chinois. Voilà, je m'arrêterai là pour qu'on puisse laisser beaucoup de temps aux questions. Merci beaucoup tous les deux pour vos interventions. Immédiatement, il y a une question qui m'est venue, c'est quelles sont les entreprises chinoises dont vous parlez là, parce que l'expression entreprise chinoise, c'est une expression qui peut cacher un certain nombre de réalités ou différentes, et donc avec des comportements qui peuvent être aussi relativement différents et avec des moyens d'intervention de la part du gouvernement chinois qui ne sont pas du tout les mêmes. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces entreprises interviennent dans un secteur essentiellement artisanal. Vous dites qu'il est relativement organisé par le biais de coopératives. Mais avons-nous en même temps, s'agit-il de travailleurs totalement indépendants ou bien s'agit-il de travailleurs de petites entreprises artisanales, plus que de travailleurs indépendants? Vous avez également fait allusion à des questions de matériel utilisé par les entreprises. A-t-on affaire à des grosses mines ou bien alors un orpaillage digne de la conquête de l'Ouest, la petite gamelle, etc. Donc, toutes ces circonstances-là peuvent, en approfondissant leur présentation, mieux faire comprendre quels sont les rapports de force qui peuvent exister entre, d'une part, les Congolais et les Chinois dans ce secteur. Je pense que c'est vraiment très important parce que c'est ça qui permet de préciser éventuellement quelles seraient
l'action qui peut être entreprise pour réguler tous ces comportements. Parce que je ne pense pas non plus que les comportements des orpailleurs congolais soient lui aussi très encadrés juridiquement et qu'ils respectent très strictement les règles de droit. Donc, c'est chacun qui tire un petit peu dans son coin et puis celui qui est le plus faible qui en pâtit. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est le fait que ce que décrivait Justin, c'est l'apparition d'une réaction, hein, apparition d'une réaction à travers la société civile. Et je crois là aussi que c'est une réflexion qui mériterait d'être un petit peu plus développée, ou enfin, dans le temps qui nous est imparti, car c'est, dirons-nous, un moyen méthodologiquement parlant, d'inverser un petit peu l'approche des présences chinoises en Afrique, c'est-à-dire au lieu de se centrer précisément sur le comportement ou la place ou le poids des entreprises chinoises, c'est voir comment de l'autre côté, il se constitue une stratégie, des politiques, une instrumentalisation de ces entreprises chinoises. Et alors là, ça peut être effectivement à l'occasion d'un scandale, mais ça peut être beaucoup plus généralement dans un mouvement. Alors, ce que vous avez esquissé avec le problème de la révision des contrats miniers, mais disons qu'il s'agit là d'une piste de recherche, à mon sens, qui est très fructueuse à l'avenir, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler d'une façon un peu grandiloquente, le réveil de l'Afrique au contact d'un nouvel intervenant. J'ai balancé beaucoup de choses d'un seul coup. Hein, je vous passe la parole. Oui, je laisserai Justin intervenir évidemment sur l'artisanat minier au Sud Kivu, qu'il connaît bien. Mais juste pour répondre à la question que vous posiez, M. Perrault, le rapport de force est évidemment extrêmement déséquilibré entre les communautés minières et les entreprises chinoises, même si ces entreprises chinoises sont en fait de petites entreprises minières chinoises qui, comme je le disais, ont fait des partenariats avec ce qu'on appelle en RDC des coopératives minières, mais qui sont en fait, le mot coopérative est un peu trompeur, qu'il faudrait en fait mieux appeler des entreprises, des toutes petites entreprises minières, puisque en fait, même si elles ont le terme de coopérative, elles n'ont pas un fonctionnement de coopérative, mais elles appartiennent très souvent à des gens en termes de propriété privée, en quelque sorte. Le problème de ces entreprises chinoises que vous disiez, que vous posiez, c'est justement qu'elles prennent soin de cacher leur identité, puisque vous posiez cette question, et qu'il est extrêmement… Alors, ce sont des petites entreprises parce qu'en fait, mais Justin reviendra là-dessus, dans cette zone du Sud Kivu, il y a beaucoup d'orpaillage aurifère parce que le filon est à la surface. Et donc, on peut y accéder très facilement. Et en fait, les entreprises chinoises n'ont pas donc besoin de faire des vraies mines et de creuser en profondeur. Il suffit de creuser la surface. Et donc, elles pratiquent ce qu'on appelle dans le secteur minier la petite mine. C'est de l'exploitation semi-mécanisée. Alors que les communautés, les coopératives minières, elles, sont pas capables de faire de l'exploitation semi-mécanisée. Elles font vraiment de l'exploitation très, très artisanale. Elles n'ont pas les moyens financiers pour apporter des machines. Donc, c'est ça la différence, mais Justin pourra revenir là-dessus, c'est ça la différence entre les coopératives minières et puis ces entreprises chinoises, alors qui, en effet, comme je le disais, prennent soin de dissimuler leur identité, ce qui prouve qu'elles n'ont rien à cacher. Et il est en effet très difficile de savoir en bout de chaîne à qui appartiennent vraiment ces entreprises. Tout ce qu'on peut dire à partir du terrain, c'est qu'en effet, ce ne sont pas de grandes entreprises minières, c'est des petites entreprises minières chinoises, mais on ne sait pas qui sont leurs propriétaires finaux, si je puis dire, ou leurs propriétaires réels.
au-delà des gens qui travaillent, qui sont envoyés pour mettre en place ces exploitations minières. Donc, ça reste très opaque et je suis sûr que quand c'est opaque, c'est la preuve qu'on n'a rien à cacher. Et donc, voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Et je laisse Justin expliquer un peu les conditions d'exploitation Ouais. du système. Justin a disparu là pour l'instant. Ah, il est Oui, oui. Il a un problème de connexion. Oui, un problème de connexion. oui, sûr, oui. Ouais, je voudrais quand même qu'on revienne encore sur ces… Parce que ces petites entreprises chinoises, oui, Francis veut s'exprimer, mais avant, des petites entreprises chinoises, elles sont forcément enregistrées quelque part. Oui ou non, parce que, comme je le disais, leur méthode de pénétration, c'est quand même le pot de vin essentiel, qui leur permet de passer tous les contrôles. Alors, je ne pense pas, par exemple, qu'elles fassent comme c'est normalement obligatoire en droit national, c'est-à-dire qu'elles créent une société de droit local. Je pense que ce n'est pas le cas. Et je pense que, mais si Justin était là, il pourrait nous confirmer ce que je dis. Donc, parce que normalement, la législation implique qu'on crée une société de droit local, etc., pour se lancer dans ce type d'activité. Et je ne pense pas qu'elle l'ait fait. Mais Justin pourrait me confirmer ou non. Et donc, c'est pour ça que c'est très difficile. Elles passent énormément sous le radar parce qu'elles ne satisfont pas les obligations légales. Évidemment, si elles satisfaisaient les obligations légales, on aurait des noms, on aurait des données, etc., qui forceraient à un petit peu de transparence. Francis, je crois que tu voulais intervenir. Ah, Francis, le son, Francis. Non, je disais que Thierry Virculeux a en partie répondu à la question là, que tu soulevais. Moi, je voulais juste essayer de comprendre pourquoi les autorités provinciales privilégient ce type d'entreprise uniquement en termes de pots de vin et d'avantages. Pourquoi c'est précisément ces entreprises chinoises artisanales qui sont en fait présentes dans le secteur? Parce que c'est les seuls qui répondent, comme c'est vous l'avez dit, des filons en surface, ça n'intéresse pas des plus grosses entreprises ou des multinationales de l'or. Oui, parce Comment qu'il elles ont y a dans réussi la… à participer? Dans cette province, il y a, bon, c'est, comme je disais, une province aurifère, et donc il y a eu une multinationale de l'or, qui est une société canadienne qui s'appelait Banro, qui a acheté des concessions très importantes dans cette province et s'est lancé dans l'exploitation industrielle. Mais parallèlement à ça, vous avez énormément d'exploitations artisanales, de petits filons de surface. Et donc les deux coexistent dans la province. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise canadienne a vendu il y a quelques années à des intérêts chinois aussi ses concessions, elle est sortie. Et donc, vous avez à la fois une grande entreprise chinoise qui s'occupe de la partie industrielle et toutes ces petites entreprises chinoises qui entrent dans le secteur artisanal. Ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur artisanal minier est donc un peu, évidemment, comme pour revenir sur ce que disait M. Perrault, il y a un cadre légal, mais ce cadre légal est évidemment peu respecté, le cadre légal de l'artisanat minier. Mais il est évidemment peu respecté. Et en fait, l'artisanat minier donc, est partagé entre les communautés locales qui creusent, entre les dignitaires provinciaux, locaux, provinciaux et également l'armée congolaise qui aussi tire profit de ces exploitations minières artisanales. Et donc, c'est dans ce domaine-là qui est évidemment où les locaux, que contrôlent les locaux, ce secteur d'activité que contrôlent les locaux, que sont rentrés les Chinois. Et pour y rentrer, ils doivent nécessairement avoir un partenariat illégal, la plupart du temps, avec ceux qui contrôlent, grosso modo, le secteur artisanal. Et c'est ce qui a été mis en évidence sur la place publique lors de ce scandale.
Et je vais une deuxième question, les coopératives minières, donc, en fait, elles sont informelles, c'est des groupements de personnes. Non, 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 c'est légal, c'est dans le droit congolais. Il faut déclarer, faut créer une coopérative minière que vous déclarez aux Ah autorités ouais. administratives et vous payez des impôts. Donc, ça, c'est le cadre légal. Et elles sont en partenariat avec les entreprises artisanales chinoises. Voilà, pour accéder au territoire, où il y a très souvent, il est rare qu'il n'y ait pas de coopérative minière dans ces territoires. Donc, pour y accéder, il faut passer un partenariat avec elles parce que et là, je parle toujours selon le code minier, seules les coopératives minières peuvent travailler dans le secteur artisanal. Donc, c'est pour ça qu'elles passent ce partenariat et elles passent du coup à l'exploitation directe. En quelque sorte, les coopératives minières leur sous-louent leurs droits d'exploitation minière. Merci beaucoup. C'est ce qui se passe dans les faits. Et c'est un phénomène que j'ai vu dans beaucoup de pays où où les entreprises chinoises sous-louent grosso modo les droits des locaux. Les locaux ont des droits économiques spécifiques d'exploitation, etc. Et ils passent des partenariats avec des entreprises chinoises. Et donc, vous avez un phénomène de sous-location de droits qui sont théoriquement, qui sont légalement réservés aux nationaux. Ah ouais, c'est comme ça que… C'est ce qui explique la pénétration possible de ces entreprises artisanales chinoises. Voilà, dans des zones, dans la brousse profonde, où vous avez des communautés qui, elles, ont toujours exploité toutes seules. Il n'y a jamais eu d'industriels qui sont venus, qui ont toujours exploité toutes seules leur filon minier. Justin est de retour. Ah. Donc, Justin, on était en train de parler Il n'entend pas encore, à mon avis. Xavier, je vous passerai la parole tout à l'heure, mais pour l'instant, voilà. Oui, on va attendre. On peut récupérer Justin. Je ne le vois pas dans le… Si, moi, il arrive, il est sur mon écran, là. Ah oui. Ah, si, ça y est, voilà. Allô? Oui, on vous Allô? entend de nouveau. On vous entend de nouveau. Oh, j'étais un peu coupé là, je m'excuse, c'est la connexion. Oui. Et vous avez changé de décor. Oui, j'ai changé également. d'endroit. Donc, on attendait vos éclairages. Je ne sais pas si vous avez suivi les questions où nous en étions tout à l'heure. Je vais passer la parole à Thierry Vircoulon parce qu'il sait exactement ce qu'il souhaitait vous entendre spécifier. Oui, Justin, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu l'importance de l'artisanat minier dans le Sud Kivu? Et puis, si tu pouvais revenir peut-être sur, si tu as des données supplémentaires, sur les relations entre la coopérative de la zone là et les entreprises chinoises. Oui, par rapport à l'artisanat minier, parce que dans le coin ici, il y a deux façons d'exploiter les minerais. Il y a des creuseurs artisanaux qui sont sans supervision, qui ne sont encadrés par personne et qui le font pour la survie tous les jours dans les sites miniers. Ceux-là, ce sont pratiquement des creuseurs qui travaillent de manière isolée. Mais la loi, comme le code minier, en fait, demande que pour mieux exploiter, il faut qu'il y ait ce que l'on appelle que les creuseurs artisanaux se regroupent dans ce que l'on appelle la coopérative minière. Ça, c'est une deuxième façon un deuxième mode d'exploitation qui s'est fait au niveau de l'artisanat minier. C'est-à-dire la coopérative minière réunit tous ses membres, les encadre, cherche des équipements pour eux et il y a un site sur lequel ils sont localisés pour pouvoir exploiter. Et là, ils sont obligés de suivre les directives du code minier. Donc, tout ce que le code minier leur demande, ils paient des taxes, ils doivent aussi faire des rapports parce qu'il y a les agents de la division de mines, mais aussi du ministère des Mines qui
passe pour contrôler un peu comment cette exploitation se fait. Là, c'est un peu différent de l'artisanat qui est assez désordonné, qui s'est fait par chaque artisan de sa manière. Mais ce qu'il faut dire, nous, ici, la nôtre, en épinglant l'exploitation des sociétés chinoises, nous sommes dans une forme d'exploitation semi-industrielle. Parce que les Chinois utilisent les dragues, utilisent d'autres machines un peu sophistiquées, même si ce ne sont pas des usines qui sont installées, mais il y a quand même des machines qui sont utilisées, que ce soit dans les rivières comme sur des collines. Alors, c'est un peu ça la situation telle qu'elle se présente ici chez nous. Et ce que je pouvais peut-être ajouter par rapport aussi à, vous avez parlé de l'artisanat, mais aussi, c'est pas pour la seconde question là. La seconde question, Justin, c'était au sujet des stratégies de la société civile locale. Quelle stratégie elle avait menée vis-à-vis des entreprises chinoises? Oui, et là, c'est en fait pour les réactions de la société civile. Que dans un premier temps, la société civile, c'est pratiquement constitué des acteurs qui s'imprègnent des problèmes de la population au niveau local. Et au vu des différentes revendications de la population vis-à-vis des conséquences de cette exploitation illégale, la population, la société civile a commencé d'abord par dénoncer cela. Elle a dénoncé le fait que les sociétés s'installaient illégalement, ça veut dire sans aucune autorisation de fonctionnement ou d'exploitation, mais aussi le fait que ces sociétés chinoises passaient par les coopératives minières locales pour essayer d'éviter qu'ils ne se conforment aux dispositions du code minier, c'est-à-dire chercher tous ces documents qui leur autoriseraient d'exploiter, mais également signer les cahiers de charges avec les communautés locales et payer les taxes et les redevances. Alors, en travaillant avec les coopératives minières, les sociétés chinoises ne respectaient pas tout ça, tout ce qui est prévu par la loi. C'est ainsi que la société civile a dû dénoncer cela. Le fait qu'il y a non-respect de la loi, le fait que l'exploitation ne respectait pas le droit des autochtones, ça veut dire les populations locales, les populations riveraines, les populations qui occupaient ces sites dans lesquels ils ont été pratiquement chassés pour faciliter cette exploitation. Et aussi, ils ont dénoncé le fait que même l'environnement aussi était en train d'être détruit par l'utilisation des produits nocifs comme le mercure et la cyanure. Alors, cette dénonciation a commencé par le niveau local, ça veut dire à Mwenga et remonter jusqu'à Bukavu. Et à partir de là, la société civile aussi, la coordination provinciale a dû contacter les autorités locales pour essayer de leur parler de la réalité sur le terrain, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que de Bukavu jusqu'à Kitutu dont nous parlons, c'est 200 Ça passe plus. km. Et les autorités n'arrivent presque pas sur les lieux. Et c'est la société civile qui est le canal le plus approprié pour remonter l'information jusqu'à l'autorité provinciale. Et à part ça, l'autorité provinciale, et ici on voit différemment, on voit le gouvernement provincial qui a été contacté le premier et qui apparemment ne réagissait pas parce qu'il y avait certains de ses membres qui étaient impliqués directement, et au premier desquels le gouverneur lui-même et tous les acteurs dont a parlé Thierry. Et lorsqu'il y a eu cette indifférence apparemment du gouvernement, la société civile a dû contacter directement l'Assemblée provinciale pour que l'Assemblée provinciale interpelle directement le gouvernement. Et c'est ainsi que ça s'est fait. Et les informations remontaient donc de Mwenga vers Bukavu, là où il y a le siège des institutions provinciales.
Je ne sais pas si vous m'avez Oui, compris. oui, oui, on vous suit. Il reste toujours une question par rapport aux entreprises chinoises. Vous avez dit que c'était un processus semi-industriel avec, dirons-nous, la présence de machines qui sont quand même pas des choses invisibles à transporter. On n'a pas les moyens de tracer l'origine du matériel. Non, les matériels sont venus de l'étranger jusqu'à Bukavu et de Bukavu, c'est Bah oui, parti sur cette route-là et c'était au vu et au su de tout le monde. Mais avant, on a fait passer l'information qui disait que ces machines allaient servir à réhabiliter la route parce que la route est en très mauvais état. Et la population a cru au début. Ce n'est qu'après que la population s'est rendue compte que les machines étaient installées dans les sites miniers pour exploiter de l'or. Mais aussi, ce n'est pas seulement ça, parce qu'il y a aussi d'autres machines qui étaient dans la forêt pour couper les arbres et produire les bois. Et ça s'est remarqué au fur et à mesure. Ce n'est pas que au début, d'abord, on a caché, on a voilé la destination de ces machines. Et c'est après, lorsque l'exploitation a commencé, que la population s'est rendue compte que ce n'était pas pour réhabiliter la route, mais c'était par contre pour faciliter cette exploitation-là. Xavier. Oui. Merci Justin et Thierry. J'avais quelques questions. Alors moi aussi, j'avais des interrogations nombreuses sur la nature des entreprises chinoises, donc à capitaux chinois, etc. Le droit local. Bon, je ne vais pas en remettre une couche après Thierry Perrault. Est-ce que, par exemple, juste une question très brève, mais est-ce qu'on a connaissance dans le Sud Kivu, je ne sais pas, d'acteurs qui viendraient de la Sicomine, par exemple, d'acteurs chinois qui auraient travaillé au Congo en général et qui se reconvertiraient quelque part dans leur paillage ici dans le Sud Kivu? Bon, ça, c'était une petite question. Ensuite, j'avais d'autres questions sur les chiffres. Par exemple, est-ce qu'on voit officiellement, en termes d'exportation congolaise, justement l'or qui va augmenter petit à petit depuis 2019, puisque Thierry rappelait au début que ça a notamment commencé en 2019. Donc, est-ce qu'on voit ça un petit peu une évolution d'exportation congolaise vers la Chine ou vers l'étranger d'or, tout simplement? Autre question qui est liée forcément, parce qu'on est quand même dans le Sud Kivu, et là, le principal axe routier, même si Justin disait qu'il était en mauvais état, mais c'est quand même Bukavu. Et donc, Justin est bien placé, puisqu'il est à Bukavu. Et donc, derrière Bukavu, on a quand même le Rwanda. Donc, quels sont les réseaux d'exportation en fait, de l'or une fois qu'il est extrait? Comment les Chinois ou des Congolais, éventuellement, exportent l'or via le Rwanda ou alors via l'ouest, donc l'océan Atlantique, évidemment. Donc ça, c'était quelques questions comme ça. Autre question, les intermédiaires un petit peu des Chinois, puisque les Chinois ne peuvent pas travailler seuls, évidemment. Donc, en termes d'intermédiaires, on a quelques informations sur les salaires, combien ils sont payés, les locaux qui vont travailler avec les Chinois, quelle typologie un petit peu d'intermédiaires, etc. Bon, ça, c'est des questions un peu vastes, hein, un peu vagues. D'autres questions également sur les chiffres. Donc, est-ce qu'on a une idée un petit peu de ce que les Chinois peuvent exporter? Est-ce qu'on parle de kilos, de centaines de kilos, de tonnes? Parce que là, Thierry Perrault parlait de visibilité. Bon, voilà, enfin, quand on parle de tonnes, c'est très visible, évidemment. Ce n'est pas comme quelques kilos qui vont être, ou quelques grammes qui vont être exportés, quoi. Donc, il y a quand même un côté visible du matériel, de l'or, et donc il faut quand même l'exporter. On ne peut pas l'exporter toujours de nuit, etc. Donc, il y a quand même un élément intéressant à développer, je pense, ici. Et pareil, après, donc d'un point de vue géographique, quelle emprise spatiale, de quelle emprise spatiale on parle? On parle de centaines d'hectares, de dizaines d'hectares, de quelques hectares. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu plus sur ce côté-là, puisque a priori, ce n'est pas de l'accaparement de terre, ce n'est pas de l'allocation, de l'achat de terre, ils passent par des Congolais, donc si j'ai tout compris, qui vont finalement sous-traiter ou faire sous-traiter, les deux peut-être d'ailleurs, par des Chinois, ces mines, enfin pas ces mines, mais l'exploitation aurifère. Donc, quelle emprise spatiale, quelle typologie d'emprise spatiale. De la même manière, donc, vous disiez au début tous les deux que les militaires, donc l'armée a priori congolaise,
étatique protégeait les activités chinoises. Est-ce que les Chinois eux-mêmes ont protégé un petit peu territorialement ces emprises, enfin en tout cas ces territoires de leur paillage, ou pas du tout? Est-ce qu'ils sous-traitent en quelque sorte également, délèguent un petit peu la protection de ces territoires-là à l'armée congolaise seulement? Est-ce que, par exemple, on pourrait avoir des SMP, des sociétés militaires privées, des acteurs privés chinois un peu militarisés, armés peut-être, qui seraient également en parallèle des orpailleurs chinois, quoi. Donc voilà. Et puis 2 questions plus générales. Désolé pour le nombre de questions. Est-ce qu'on a dans l'or, parce que moi je connais très peu finalement les minerais, est-ce qu'on a dans l'or un équivalent du processus de Kimberley qu'on retrouve dans les diamants? Est-ce qu'on peut tracer en fait concrètement l'or qui viendrait du sud Kivu? Et puis une autre question plus large, est-ce que vous avez fait un peu des parallèles avec le Mali, le Ghana notamment? Là on retrouve également des orpailleurs chinois et potentiellement des conflits avec les populations locales qui exploitaient d'une manière artisanale, hein, évidemment, l'or. Voilà, merci par avance. Un véritable déluge, Xavier. Oui. Justin, je te laisse commencer, parce qu'il y a beaucoup de choses pour toi. Puis je finirai avec la comparaison interafricaine. Oui, Justin a disparu. Ah mince. Oui. Bon, je vais commencer avec la comparaison Oui, interafricaine. Moi, j'ai vu d'autres exemples dans l'est du Cameroun, d'entreprises chinoises dans le secteur aurifère, et qui, grosso modo, ont agi de même. C'est-à-dire qu'elles sont arrivées dans des zones qui étaient des zones plutôt d'orpaillage, même des zones d'orpaillage, et elles ont commencé à faire des mines avec la même méthode, c'est-à-dire en passant des accords locaux avec les autorités locales, et puis ensuite en passant évidemment un certain nombre de pots de vin, etc., avec la même réaction des communautés locales aussi. Et puis là, contrairement aux autorités, là aussi les autorités nationales ont, dans un premier temps, fait mine de brandir le bâton, donc ont interdit l'exploitation par les sociétés chinoises, enfin certaines sociétés chinoises, et puis après sont revenus sur leurs décisions, donc on sentait bien qu'au niveau du gouvernement, ça flottait. Et finalement, je pense que rien de grave n'est arrivé à ces sociétés. Donc c'est pour ça que je pense que c'était assez intéressant de comparer, parce qu'on voit que c'est un peu toujours la même méthode. On les voit aussi dans le secteur d'artisanat minier en Afrique de l'Ouest, au Sierra Leone, etc. Et là, je n'y ai pas été, donc je ne sais pas, mais je pense que ça doit probablement être des méthodes assez similaires. En tout cas, sur l'autre exemple que j'ai vu dans l'est du Cameroun, c'était aussi très, très similaire à ce qui s'est fait au sud Kivu. Ouais. Et là aussi, c'est des petites sociétés chinoises dont il est très difficile de connaître les propriétaires réels, voilà, et qui ont l'air d'aller comme ça d'un endroit à un autre en Afrique en fonction des informations qu'elles collectent. Parce que ces sociétés qui étaient dans l'est du Cameroun, après, je les ai retrouvées dans l'ouest de la Centrafrique, où elles s'étaient étendues, elles avaient étendu leurs activités de prospection et cherché de l'or de l'autre côté de la frontière. Donc, on voit bien que… Ouais. Est-ce que Justin est de retour? Oui, de retour. Justin, il est figé là. Ouais, il est en train de se connecter, mais… Oui. Non, mais il a été connecté. Non, je crois que je voudrais revenir sur ce que vient juste de dire Thierry Vircoulot, à propos de ces petites entreprises chinoises. Puisque je ne dis rien, Justin, c'est à vous, puisque vous avez la ligne là maintenant. Oui, bon, en fait, par moment, je suis coupé là, je m'excuse, c'est la connexion toujours. Donc, pour les entreprises, comme disait Thierry, la difficulté ici, c'est que
même quand on arrive dans les sites, celui qui est responsable de l'entreprise ne veut pas se faire identifier. Donc, ils veulent vraiment rester dans l'anonymat pour ne pas être identifiés, pour qu'on sache exactement l'entreprise appartiendrait à qui. Ça veut dire que c'est vraiment de la fraude à ce niveau-là. Et c'est ce qui a été même retracé par les services provinciaux de mines. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on a voulu les identifier, il y en a qui disaient qu'ils réfèrent seulement les services aux services centraux à Kinshasa, mais sans dire qui ils sont réellement. Et même les noms, tous les noms, ils s'arrangent pour que tous les noms qui soient repris en chinois pour que personne ne sache lire cela. Alors, ça nous met un peu dans une difficulté d'identification et ça reste un peu comme des petites entreprises qui veulent tout faire dans la fraude. Allô? Oui, on vous Oui, entend très bien, on vous entend. Oui. Je voulais aborder un autre aspect dont vous parliez là, le réseau d'exportation. Allô? Allô, Oui, on vous allez-y. entend. Il n'y a On pas de écoute. problème. Oui, normalement ici avec le processus de traçabilité, dans chaque site minier, on doit avoir des tags qui sont posés sur les colis des minerais avant de quitter le site pour montrer que cela a été exploité dans ce site-là et vérifier si le site est validé. Ça veut dire si c'est un site qui est reconnu par l'État comme réunissant toutes les conditions prévues par la loi. Or, pour les sites où les Chinois travaillent, ils sont encore dans les sites jusqu'à présent, même s'ils ne travaillent pas, mais leurs engins sont là. Vous allez voir que tout ce qui est produit est directement emballé et à partir de là, de Kamituga ou alors de Kitutu, où il y a un aérodrome, les minerais et produits sont directement exportés à l'étranger sans être tagués, donc sans avoir d'étiquette qui montre que ça a été exploité en RDC dans les territoires de Mwenga. C'est-à-dire que même l'exportation, elle est frauduleuse aussi. Et ça, c'est qu'on peut... ce que je peux souligner sur ce point-là. Et par rapport à l'emprise spatiale, je vais revenir sur d'autres questions. Sur l'emprise spatiale dont vous parliez, d'abord, si vous voyez dans la note, ce sont plusieurs sites qui ont été exploités et tous ne sont pas au même endroit. Mais le site le moins spacieux qui a été exploité est de 12 hectares. Et je peux vérifier encore très bien. Et les plus exploités vont jusque dans les 30 hectares, mais ce sont des sites différents. Si vous lisez les textes, on a repris les sites et même les villages dans lesquels ces sites se situent. Et là, il faut ajouter que ce n'est pas comme vous pensiez qu'il y a la sous-traitance. Non, les propriétaires de ces terres ont été expulsés par les militaires et les Chinois se sont accaparés de ces sites-là sans aucun accord préalable avec les propriétaires. Ce qui veut dire que ce sont vraiment des cas d'accaparement de terre par force et par l'entremise des FARDC, donc des forces armées de la République démocratique du Congo. Et ici, il faut maintenant, si je peux aborder le point de la protection dont vous parliez, c'est effectivement ça. La protection de ces sites était réservée exclusivement aux éléments des FARDC, donc des forces armées de la RDC. Et ce sont eux, ils étaient déployés. Le nombre, on a même repris approximativement le nombre dans le texte. Et c'est toute une compagnie qui était, ça va jusque dans les 120 militaires qui étaient dans les sites, donc déployés dans chaque site pour essayer de de protéger les matériels, les Chinois et leur production. Et pour, vous parliez tantôt là des quantités exportées, là ça va être difficile. En tout cas, c'était difficile pour nous sur le terrain de pouvoir déterminer la quantité parce que chaque fois que c'était exporté, les Chinois s'arrangent
quand ils ont fini l'exportation, qu'ils ont la quantité, ils s'arrangent pour que les Congolais qui travaillent avec eux ne sachent pas réellement la quantité qui est exportée. C'est vraiment un secret pour eux-mêmes, les Chinois. Ils ne partagent ça avec personne d'autre. Ce qui veut dire que c'est un peu difficile. Et tout ce qu'on peut faire là-dessus, ça sera de la spéculation. Mais pour savoir réellement la quantité exportée, c'est difficile, sauf si on s'y met encore davantage. Mais bon, pour nous, jusque-là, on n'a pas pu trouver d'éléments par rapport à la quantité ou aux quantités exportées. Alors, bon, moi, je pense que c'est pour les intermédiaires. Pour les intermédiaires sur le terrain, en fait, les Chinois utilisent, nous avons parlé, à part pour la protection, ce sont les FARDC, mais pour le travail, ce sont effectivement des Congolais, des civils qui sont recrutés pour travailler dans ces sites. Et ils sont recrutés comme des journaliers. Et par jour, on paye à chacun l'équivalent de 1,5 $, donc par jour. Ce qui constitue aussi une autre violation parce que ça ne respecte pas pratiquement même les SMIC qui est prévu, même si on va dire que bon, c'est pas respecté par plusieurs, mais même là aussi, c'est vraiment une somme modique au vu du travail qui est fait tous les jours. Et c'est lui qui réclame. D'abord, il y en a beaucoup qui n'ont pas été payés. Donc, à la fin de la journée, peut-être qu'on ne paye même pas. Et pour ceux qui réclament, ils font objet de mauvais traitements de la part maintenant des militaires qui sont à côté. Voilà ce que je sais de cela sur le terrain. D'accord, merci Justin. Merci. Luthor, vous vouliez intervenir? Oui. Donc déjà, merci beaucoup pour la présentation. Moi, ma question, je me pose, c'est sur le mot que vous employez, la stratégie, parce que de ce que je connais quelqu'un qui est dans cette affaire. Donc, la stratégie chinoise, si je peux m'acheter, il y a une stratégie ethnique, parce qu'en fait, ce sont des mineurs qui sont venus tous de presque le même village, le même groupement de villages. Ce sont des provinces de Guangxi, de Hunan, et les gens étaient spécialisés pour l'exploitation des mines d'or dès leur origine. Donc, c'était aussi des provinces orifères en Chine. Après, il y a aussi une autre stratégie, c'est la place de Dubaï, parce que en fait, l'or artisanal ne peut pas circuler en Europe, par exemple. En Suisse, c'est interdit, même s'il y a maintenant des initiatives, mais le Dubaï accepte ça. Et c'est à partir de Dubaï que l'or exploité par ces mines artisanales, y compris par les mines chinoises, sont distribuées dans le monde entier. Donc, je voudrais ajouter ça qu'il y a aussi ce réseau à la fois ethnique et intermédiaire de Dubaï qui compte dans cette stratégie. Donc, ce n'est pas seulement des stratégies des sociétés, mais il y a aussi les familles. Voilà. Et une autre chose sur la stratégie, c'est que est-ce qu'il y a une stratégie plutôt de l'État congolais? Parce que sur Kivu, de ce que je sais, après le génocide rwandais, c'était une zone où on accueille beaucoup de réfugiés. Donc, ce n'était pas très stable. Il y a des problèmes de sécurité. Est-ce que par biais de cette présence, de cette pénétration des sociétés chinoises, l'État congolais, avec ses militaires, essaie de reconquérir ce territoire. Donc, au moins, l'armée est là. Donc, s'il y a eu souci, il y a eu quand même un monopole de violence de la part de l'État congolais à Kinshasa. Donc, est-ce qu'on peut avoir cette lecture ou est-ce que il y a aussi une stratégie progressive, c'est-à-dire il y a des guerres contre les rebelles, il y a une progressive monopolisation de la violence, de contrôle frontière progressif. Est-ce qu'on voit ça? Et voilà, quelle est la place de la société civile dedans surtout? Et parce que comment ça s'articule la relation entre l'État congolais et la société civile? Merci.
Juste, vous pouvez redire le nom des deux provinces aurifères chinoises, s'il vous plaît? C'est Guangxi et Hunan. Ok. Justin, je te laisse. Bon, je voulais revenir d'abord sur cet aspect-là d'exportation. Quand il parle de l'axe Dubaï, effectivement, sur les terrains, dans les recherches faites, on sait il y a eu beaucoup de déclarations qui ont montré que les Chinois bénéficiaient de cette couverture des autorités provinciales et que la destination première était effectivement Dubaï. Alors, on a même parlé d'un proche du gouverneur qui était dans ces circuits-là avec eux pour chaque fois quitter le Sud Kivu pour Dubaï. Alors, je dois vous avouer que je n'ai pas pu avoir un peu plus d'autres informations par rapport à ça parce que c'est tenu secret, mais au moins l'information a circulé et nous sommes tombés dessus. Par rapport aux stratégies dont parle Diao, c'est que il ne s'agit pas ici d'une stratégie pour l'État de reconquérir les espaces, ni non plus de s'approprier le monopole de la violence. Non, c'est seulement que, comme l'a évoqué Thierry au début, il y a des autorités qui sont achetées par ces sociétés chinoises et qui favorisent le tout. Ce n'est pas parce que on veut reconquérir un espace ou on veut mettre fin à l'activisme, par exemple, de certains groupes armés. Non, loin de là. Seulement, s'il y a des gens là-dedans, ils savent très bien, s'il y a des militaires, ils savent très bien que les groupes armés ou alors les jeunes du milieu qui sont frustrés par cette exploitation illégale qui ne leur profite pas, peuvent se constituer en des petits groupes armés spontanés pour attaquer ces sites. C'est pour ça qu'il y a des militaires dans le site. Mais ce n'est pas pour récupérer des espaces ou alors s'approprier le monopole de la violence. Par contre, ça crée encore davantage de frustration et ça contribue à d'autres phénomènes de violence parce que effectivement, il y a des jeunes qui, après, ils se constituent en ce qu'ils appellent les groupes d'autodéfense communautaire. Et même, je crois, dans le texte, on a évoqué un cas où, déjà en 2019, un des sites avait été attaqué effectivement par des jeunes constituant un petit groupe armé. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de stratégie progressive, il n'y a pas de stratégie de récupération des espaces compte tenu de la violence qui existe. Par contre, cela contribue encore davantage à amplifier ce phénomène de violence dans la zone. Et par rapport à la place de la société civile, une fois, vous comprenez que les autorités qui devaient protéger les communautés, qui devaient protéger les intérêts de ces communautés locales et faire respecter le code, que ce soit le code minier ou le code fiscal dans ce domaine, elles-mêmes sont impliquées dans l'exploitation illégale, même si c'est de façon indirecte. Et lorsqu'elles sont achetées, elles ne font rien dans le sens de protéger les communautés, dans le sens de pratiquement de faire respecter la loi. Alors, il ne reste que la société civile qui peut être la voie pour pratiquement susciter un certain mouvement de revendication pour amener effectivement à la reconnaissance de ce droit de la population, mais aussi pour mettre à nu les différentes violations de la loi par ces sociétés qui exploitent illégalement les minerais et même la forêt. Alors la société civile à la fois doit s'imprégner de la situation sur le terrain et faire parvenir les revendications de la population vers les autorités. Et ici, vous comprendrez qu'il y a cette difficulté de voir que la difficulté est que ces mêmes autorités auprès desquelles la société civile doit faire parvenir les revendications de la population, elles sont elles-mêmes impliquées et donc elles ne reçoivent pas ces revendications d'un bon cœur. Ils sentent qu'eux-mêmes, ils sont quelque peu en train d'être dénoncés indirectement.
Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, c'est seulement la société civile qui reste les seuls refuges maintenant pour cette population pour que leurs droits soient reconnus si possible. Et cela peut-être pas seulement par les autorités locales qui peuvent être impliquées ou qui sont impliquées dans le cadre de notre travail, mais aussi même par d'autres autorités, que ce soit nationales ou par des instances internationales. Oui, si je peux juste ajouter quelque chose, c'est qu'en effet, la RDC, c'est le type de pays où il y a des militaires partout sans qu'il y ait le monopole de la violence pour l'État. C'est ça qu'il faut noter. Et puis, deuxièmement, donc nous, on a travaillé sur cette situation particulière au Sud Kivu, mais il y a à peu près la même chose dans une autre province congolaise, plus au nord, qui est l'Ituri, qui est aussi une province aurifère et où il y a aussi beaucoup de sociétés chinoises qui se sont lancées dans l'exploitation du domaine artisanal, à la fois en Ituri et aussi à l'est de la province voisine, et qui, là aussi, rencontrent les mêmes réactions hostiles des communautés locales. Donc, c'est les deux grandes provinces, dans les deux grandes provinces aurifères du Congo, on a la présence de ces entreprises chinoises. Oui, en vous écoutant les uns et les autres, et en particulier le point qui a été souligné par Ludjora sur l'origine régionale chinoise de ces acteurs chinois, je me demande si, méthodologiquement, nous avons effectivement raison de mettre l'accent sur le caractère chinois de cette intervention. Ce que j'ai entendu des uns et des autres, c'est qu'il y avait un facteur de mobilité, il y avait un facteur, dirons-nous, de présence qui pouvait être aussi bien ailleurs sur le territoire congolais, mais ailleurs, et on avait affaire toujours à des petits affairistes. Hein, vous n'avez jamais évoqué de grandes entreprises avec des stratégies construites, mais vous avez beaucoup plus évoqué des mouvements qui font penser à ce qu'on a vu lors de la conquête de l'Ouest. Lors de la conquête de l'Ouest, il y avait peut-être des Chinois, mais il y avait peut-être des gens de toute autre origine aussi. En fait, c'est beaucoup plus le type d'individu et la situation économique dans laquelle ils se trouvent qui vont les caractériser plutôt que leur nationalité. Alors, c'est là où on reprend également un élément qui a été dit, vous avez dit les mêmes méthodes. Bien, mais les mêmes méthodes, c'est peut-être parce que vous avez les mêmes circonstances. Si vous focalisez l'analyse sur les méthodes et que vous les ethnicisez ou nationalisez, vous allez effectivement partir dans un type d'analyse qui va être l'opposition entre Congo et Chine. Si vous parlez des circonstances ou du contexte dans lesquels ces choses arrivent, vous allez voir qu'à ce moment-là, ce n'est pas forcément la nationalité des individus, des migrants qui va importer, mais beaucoup plus l'organisation qui les accueille, qui va les attirer. Et à ce moment-là, la solution du problème, ce n'est pas de raisonner les entreprises chinoises, mais de raisonner le problème local. Et c'est là où le rôle de la société civile devient excessivement important, parce que la société civile peut être amenée à générer une réflexion qui est sur sa propre organisation. Car finalement, hein, là vous avez des petits orpailleurs chinois, mais ils viendraient du Kachamka, ce serait la même chose. Il suffirait qu'il y ait une tradition aurifère au Kazakhstan et que les mines kazakhs s'épuisent. Ça tombe bien parce qu'il y a une tradition aurifère au Kazakhstan. Oui, bon, mais il n'y a pas de Kazakh. Non, mais bon, alors j'ai peut-être pas pris. Il y a une tradition aurifère au Brésil, mais il n'y a pas de Brésiliens. Oui, mais ils ont peut-être des Chinois. Oui, mais non, mais oui. Alors mais peut-être que dans un premier temps, il peut être intéressant aussi de s'interroger sur le fait pourquoi ces Brésiliens ne se seraient pas précipités vers l'Afrique. Donc il y a tout un certain nombre de choses où le fait de se focaliser sans pouvoir le définir très exactement sur la nationalité
risque de détourner l'attention d'un certain nombre d'autres problèmes. Non, mais je crois que le vrai, enfin, il faut quand même être un peu réaliste. Si des gens d'un même pays viennent dans un même secteur d'activité, c'est vers ce pays qu'il faut tourner le regard. C'est pas vers Non, pourquoi est-ce que les Brésiliens sont pas là? La question, c'est pas pourquoi est-ce que les Brésiliens sont pas là. La question, c'est pourquoi est-ce que les Chinois sont là et pourquoi est-ce que tous les gens qui sont dans le secteur aurifère en RDC et au-delà de la RDC sont chinois. Et donc, ça demande en effet des investigations en Chine. Oui, on peut poser à ce moment le problème également par rapport à la France ou à l'Italie. Attends, la question, c'est pas pourquoi des choses n'arrivent pas. La question, c'est pas pourquoi des choses n'arrivent pas, c'est-à-dire pourquoi il n'y a pas de Français là-bas. La question, c'est pourquoi des choses arrivent. Non, j'ai pas d'intérêt. Là, Thierry, vous n'avez pas été jusqu'au bout de ma phrase. Vous avez un secteur textile à Paris et à Milan qui a été colonisé par des Wenzhou. Mais parce que le secteur textile tel que nous l'avions à Paris et à Milan connaissait des problèmes qui faisaient que ceux qui arrivaient ça pouvait s'installer et faisaient venir des gens de leur famille. Bon. Mais disons que là, ça s'est trouvé être pour le secteur textile à Paris et à Milan des Chinois, mais ça aurait pu être aussi bien d'autres gens ou pour d'autres secteurs. De même que vous avez eu en France le secteur du bâtiment où les Portugais se sont installés. Bon, donc, tous ces éléments-là, il y a tout un certain nombre de facteurs qui ne sont pas attachés à la nationalité, mais à l'environnement dans lesquels ils vont pouvoir trouver leur place. Bon, écoutez, moi je veux bien, mais pour danser, il faut être deux. Et donc, il faut regarder, en effet, comme vous le dites, le partenaire local congolais, et il faut aussi regarder l'autre partenaire. Parce que pour danser, il faut être deux. Oui, mais là, le partenaire, il est pas chez nous. C'est l'analyse des deux. Oui, parce que justement, c'est pas la Chine, le partenaire. Ce type d'investigation nécessite de remonter, ce qui est évidemment difficile à faire, et d'aller en Chine, peut-être dans les provinces d'où ces entreprises seraient originaires, le Hunan et le Guangxi, pour en effet comprendre les mécanismes qui les amènent jusqu'au fin fond de la brousse africaine. Oui. Mais ce n'est pas en allant au Brésil ou au Kazakhstan qu'on aura ces réponses, parce que justement, les gens ne sont ni brésiliens ni kazakhs. Non, bon, j'avais pris, je n'ai pas eu de chance en prenant mes exemples, mais disons que ce que je veux... non, mais si dans le secteur aurifère, je reprends, si dans le secteur aurifère artisanal en Afrique, il y avait plein de nationalités différentes, on dirait, bon, voilà, ça tire des gens de plusieurs pays, etc. Mais là, en l'occurrence, il n'y a qu'une seule nationalité. Donc, l'investigation doit se porter sur ce qui se passe en Chine. Est-ce que je peux rappeler un peu, Thierry, est-ce que je peux rappeler un aspect? Oui, Justin. En fait, l'amplification de ce phénomène d'exploitation minière ici chez nous, elle est intervenue surtout après ce que l'on a appelé le contrat sino-congolais. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et avec ça, je crois qu'il y a, même si Thierry dit qu'on ne peut pas s'attacher surtout au caractère chinois. Focaliser, c'est-à-dire que privilégier uniquement parce que chaque fois qu'on ajoute l'adjectif, en fait, on risque de focaliser sur le fait. Parce que vous avez bien évoqué le fait que les réactions de l'ambassade étaient limitées. Effectivement, elles ne peuvent pas agir directement sur ces gens-là. Parce que si c'était des grosses entreprises… Non, par contre, non. Là, lui-même a dit, l'ambassadeur a dit lui-même que ces gens doivent, parce que ce sont des Chinois, ils doivent respecter les dispositions du code minier. On est en campagne électorale. Donc, vous pouvez laisser Justin terminer là sur le contrat. Donc, je disais que par rapport à ce phénomène, ça s'est plus simplifié à partir de ce contrat sino-congolais. Et on a compris qu'à partir de ce contrat, les Chinois ont eu beaucoup de facilité et ils ont même fait beaucoup, ils ont posé beaucoup d'actes qui étaient pratiquement, je vais dire, laissés sans surveillance par les autorités congolaises. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on était dans une situation de facilité qui était liée à des relations pratiquement qui unissaient deux pays. Alors, on peut remonter à se dire que
C'est dire que c'est d'un côté chinois, d'un côté c'est congolais. Et si on voit maintenant dans les cas spécifiques d'ici chez nous, parce que ce que vous ne savez pas est que quand ils arrivent effectivement, eux-mêmes depuis, moi j'ai vérifié, je suis allé même jusqu'au niveau du ministère, de la division, vérifier un peu quels sont les documents que ces gens présentaient. Ce sont des documents délivrés par les autorités chinoises pour être là. Donc on sait que tel Chinois est sorti et arrivé ici pour demander aussi les visas. Ils ont demandé avec des documents provenant de chez eux. Le caractère chinois, je ne sais pas si on ne peut pas les chercher derrière ces facteurs. De quelle année date le contrat sino-congolais? De 2007. Oui. 2007. Merci. Après, Muriel, oui, on va laisser aux questions. Oui. Muriel voulait intervenir. Ce que j'ai noté, bon, moi, je n'ai pas fait de la recherche comme Monsieur Vircoulon et Monsieur Mointaminois, mais dans les reportages que j'ai faits, il faut quand même noter qu'au départ, les Chinois sont arrivés, les petites sociétés chinoises artisanales et des fois même des individus sont arrivés, ont commencé à arriver en RDC au moment de Kabila Père, quand on était dans un no man's land juridico, etc. Et souvent, ils ont servi de repère pour dire, voilà, il y a des choses là, et au fur et à mesure que les choses ont évolué sur un plan à la fois de l'État, des élections, enfin, etc., les grandes sociétés sont arrivées. Et je pense que dans la stratégie chinoise, en effet, les petites sociétés sont utilisées. En tous les cas, on n'a pas vu arriver les grands groupes chinois dans les années, au début des années 2000, à la fin des années 90. Ils sont arrivés beaucoup plus tard et ils servent un peu d'éclaireurs, etc. Puis ils font leur petit business et puis et je pense que ça s'alimente. Après, arrivent les grandes sociétés chinoises qui ne veulent pas dire, etc., qui balisent bien le terrain, qui font qui solidifient les relations avec l'État, ou même parfois il y a des difficultés comme ce moment-là. Je pense qu'en effet, les petites sociétés chinoises, ce n'est pas tout à fait du hasard, et que je ne pense pas qu'elles puissent partir de Chine comme ça et arriver au Congo comme ça sans que l'État chinois soit quand même pas au courant et donc valide plus ou moins leur présence. Enfin, c'est ce que j'ai repéré, ce n'est pas une analyse de chercheur, c'est une analyse de terrain, de recherche journalistique. Hein, je limite. Je crois qu'il pour continuer sur ce que vous dites, madame, je crois qu'il faut, bon déjà il y a une chronologie à regarder, mais comme je le disais, ces entreprises sont dans une grande opacité. Et donc, on sait peu de choses sur elles finalement. Donc là, souvent on spécule, etc. Mais premièrement, ce sont des petites entreprises. On voit bien qu'elles ont des capitaux elles font comme je dis, de l'exploitation semi-mécanisée. Donc, ça ne nécessite pas beaucoup de capitaux. Mais on ne sait pas si ces entreprises ne sont pas des filiales de grandes sociétés chinoises, premièrement, ou est-ce qu'elles sont en effet des entreprises purement familiales. Tout ça reste avec un point d'interrogation. On ne le sait pas, et c'est pour ça que je dis que l'investigation, pour sans doute éclairer ces questions, devrait se porter en Chine, d'où viennent ces sociétés. Après, il y a une chronologie quand même, et là Justin va peut-être revenir là-dessus. C'est que, comme je le disais, au sud Kivu, il y a eu d'abord l'entrée à l'époque de Kabila Père, justement, d'une grande société canadienne qui a acheté de grandes concessions minières à cette époque. Et puis après, elle a cédé ses concessions, parce qu'elle a eu beaucoup de problèmes d'exploitation, à une société chinoise. Juste ça, je ne me rappelle plus à quelle année exactement, mais c'était il n'y a pas très très longtemps. Et je m'interroge s'il y a un lien entre la cession de ces actifs miniers des Canadiens à l'entreprise chinoise et à l'arrivée de petites sociétés minières chinoises. Évidemment, l'entreprise chinoise qui a racheté les actifs canadiens est une grande entreprise. Et comme on aimait, là c'est spéculatif, comme je dis, on est dans le flou, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre cet achat par une grande entreprise chinoise et l'arrivée
de petites entreprises chinoises dans le secteur artisanal qui est évidemment et l'inverse du secteur industriel. Justin, je ne me rappelle plus exactement quand a eu lieu la cession de Banro à la société chinoise. Je ne sais pas si tu as l'année en tête. En tout cas, ça doit être déjà en 2019, fin 2019. Je vais vérifier pour avoir un peu plus de précision, mais ça fait 2 ans que cette entreprise chinoise est en train d'exploiter toute la concession qui appartenait à Banro. Et comme pour appuyer un peu ce que vous dites, Banro se trouve déjà, une partie est dans le territoire de Mwenga. Et quand vous arrivez au niveau de Luindi, qui est une des chefferies de Mwenga, il y a déjà des petites entreprises chinoises qui exploitent, telles que nous disons, qui font une exploitation semi-mécanisée. Et on a même l'impression qu'il y aurait une certaine collaboration entre les deux. Même si, et je vais plus loin jusqu'à vous révéler que quand Banro est arrivé, Banro a recruté beaucoup de personnes, donc ça doit être dans à peu près 500 personnes qui travaillent pour Banro. Mais lorsque la société chinoise arrive, elle met 60% de ce personnel-là au chômage technique. Et ce qui est curieux, que c'est la plupart de ceux qui utilisaient, en fait, étaient en train d'utiliser les machines dans Banro, qui sont en train de travailler pour les petites sociétés sur lesquelles apporter notre travail. Et ça donne quand même matière à se dire que, bon, est-ce il pourrait y avoir, il reste de pouvoir chercher encore davantage, mais il pourrait y avoir un lien assez étroit entre les deux. Bon, disons d'un côté la grande société qui exploite et les autres petites sociétés qui font de l'exploitation illégale. Parce que j'en connais qui travaillaient avant pour Banro, et donc pour la société chinoise, lorsqu'elle a acquis la concession, et qui maintenant, après avoir été mise en chômage technique, ils travaillent pour ces petites sociétés chinoises sur lesquelles apporter notre travail. Ok. Oui, c'est une explication. Ludgera, je crois que vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure, on ne vous a pas laissé terminer. Oui, moi, c'est aussi sur cette question technique, parce que, en fait, moi, j'ai lu certains chercheurs, Zhang Hongming, qui parle des stratégies chinoises en Afrique, et dit qu'il faut distinguer les intérêts. Il y a des intérêts essentiels sur les questions de Taïwan, par exemple. Donc, on ne peut pas négocier. Il y a des intérêts importants. Ça, je pense qu'il fait référence surtout au commerce, aux grandes entreprises d'État chinoises. Il y a aussi des intérêts normaux. Donc, est-ce que, d'après ce que j'ai compris, des intérêts comme tels, comme des mineurs artisanaux, comme ces gens qui sont venus de Provence, qui ne parlent même pas mandarin, certains, ceux qui sont venus de Guangxi ne parlent pas mandarin, c'est pas la langue maternelle. Donc, ce sont des intérêts un peu marginaux, ce sont des intérêts un peu mobiles. Si il va dans l'intérêt de la Chine, de l'État chinois, l'État chinois laisse le faire et le protège. Sinon, il laisse les gens être tués par les rebelles. Mon ami m'a raconté qu'il y a un Chinois, seulement il y a quelques semaines, a été tué par les rebelles et l'ambassadeur n'a rien agi. Voilà, donc je voudrais surtout faire le parallèle, si vous faire comprendre cette importance ethnique, je fais référence au réseau de Saint-Malo dans le XVIIIe siècle. Ce sont les Bretons qui monopolisent un peu le commerce entre la France et les Amériques. Et leur situation avec l'État français était très ambiguë à l'époque, parce qu'avant, c'était les mercantilistes, l'État laisse le faire. Mais après, les Bretons ont compris que sans le soutien de l'État, il peut pas
sécuriser leurs affaires, surtout pendant les conflits avec l'Angleterre. Donc, pour vous faire comprendre, c'est vraiment un jeu très ambigu. Les intérêts nationaux, est-ce qu'il s'agit des intérêts nationaux ou des intérêts privés ou l'État chinois sur lequel l'État chinois doit réagir? Ça, on ne sait pas. Je pense que ça dépend vraiment de circonstances. On ne peut pas vraiment parler que ce soit des stratégies chinoises de laisser pénétrer ces sociétés chinoises. Je pense pour les grandes sociétés païennes qui ont acheté la concession Banhou, ça c'est effectivement une stratégie nationale. Mais pour les sociétés mineures, artisanaux, c'est pas clair. Et c'est fait pour être pas clair. Ouais. Et moi, Est-ce que vous avez des exemples, vous connaissez des exemples de filialisation comme ça dans le secteur minier entre des grandes sociétés minières chinoises et qui créent des petites sociétés minières? Dans le domaine de mine d'or, je connais pas trop, mais dans le domaine de cuivre, c'est aussi à RDC. Il y a effectivement une coopération entre public et privé. Dans les fonderies, les petits fonderies sont souvent opérés par les petites sociétés chinoises. Ouais. Et je pense que vous savez bien que la manière dont le mine de cuivre, le mine de cobalt se sont organisées en RDC, c'est principalement artisanal. Donc, mais les entreprises publiques chinoises ne savent pas gérer. Ils ne sont pas aussi flexibles pour gérer ça. Donc, ils sous-traitent aux entreprises privées pour le gérer. Après, rachètent leur produit fini. Donc, mais je ne connais pas le mine d'or. Peut-être, comme disait tout à l'heure Justine, peut-être il circule directement à Dubaï. Donc, comme ça passe pas par les sociétés chinoises, la publique chinoise. Mais bon, ça peut être aussi de la filialisation, on ne sait pas quoi. On sait pas, mais la filialisation, c'est aussi une stratégie qui est pratiquée dans certains secteurs. Filialisation ou sous-traitance, ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui. Ben, parce que ça pose encore, avant de repasser par la parole à Murray, j'aurais bien souligné que le mot important et maître dans ce que vient d'être dit, c'est le mot ambigu. C'est-à-dire que les autorités chinoises peuvent délivrer un visa, mais ça ne veut pas dire qu'elles soutiennent l'individu. Et lorsque vous avez des problèmes, l'ambassade dira « Ah, ce sont des petits entrepreneurs privés, on ne connaît pas. » Donc, si vous voulez, c'est effectivement, ça fait partie des difficultés, mais moi, mon propos, c'était de ramener ça à une question plus générale, qui est le comportement des migrants. Et je prenais pour ça les migrants qui vont se mettre dans des niches et qui vont faire venir des gens avec lesquels ils sont en relation pour se mettre dans des niches. Et ces migrants peuvent être effectivement récupérés par des entreprises beaucoup plus grosses dont ils vont devenir les sous-traitants autonomes. Et ça, c'est un phénomène classique. C'est un phénomène que l'on peut rencontrer dans toutes les communautés immigrées. Alors, Muriel, je crois que vous vouliez intervenir. Non? Alors, passez Xavier. Oui, non, c'était juste pour contribuer aux discussions. On n'aura pas la réponse finale ce matin, mais c'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest, où j'ai davantage été, on retrouve les mêmes phénomènes dans la pêche ou dans le bois. Et on a des sociétés de droit ivoirien, par exemple, donc de droit local, dont les capitaux sont d'origine chinoise, puisque, a priori, quand même, le président, le directeur de la société est chinois, hein, ce n'est pas un patronyme ivoirien. Donc, on a des capitaux qui viennent de Chine et qui vont exploiter à la frontière du légal ou même carrément illégalement du poisson, des ressources halieutiques ou du bois. Maintenant, on ne peut pas aller beaucoup plus loin parce que là, il faudrait une recherche très fine, anthropologique ou en tout cas socio-économique très fine pour comprendre si effectivement le Chinois, directeur de l'entreprise, est coopté quelque part par l'État chinois ou en tout cas par une grande entreprise chinoise à capitaux publics, ou s'il agit de son propre chef, quelque part d'une manière purement capitalistique, purement individuelle, individualiste pour exploiter des matières premières, quoi. Donc, c'est très compliqué de parler de filialisation, de sous-traitance dans ces cas-là parce qu'on ne connaît pas le fin mot de l'histoire. Donc là, dans le cas congolais, en tout cas aurifère,
Puisque l'or, a priori, est plutôt à la surface, on n'a pas besoin de gros moyens industriels, donc on n'a pas de concessions minières. Donc, a priori, ce serait quand même plutôt comme ça de très loin, hein, je dis ça de manière très lointaine, plutôt d'une manière individuelle que planifiée par une entreprise d'État ou à capitaux privés, même chinoise, qui irait investir au Congo avec des procédés relativement illégaux, quoi. Mais bon, voilà, on peut, je pense, comment dire ça, on peut prendre l'exemple congolais et le mettre en parallèle de beaucoup d'autres exemples où finalement on n'aura pas vraiment le fin mot de l'histoire. Et comme le disait très bien aussi Thierry Perrault et les autres, finalement, ces Chinois individuels, entre guillemets, qui investissent d'une manière directe ou indirecte en Afrique, dans des secteurs un petit peu conflictuels, comme les minerais ou la pêche ou le bois. Finalement, c'est compliqué de les retracer, et quand on les interroge un petit peu, ils disent qu'ils n'ont pas de contact avec l'ambassade chinoise, alors que pourtant, on peut estimer que parfois, ils en ont, même s'ils ne sont pas très sereins, très positifs. Mais dans les deux cas, on a une ambassade qui va se défausser un petit peu ou qui va traverser la réalité, je ne sais pas comment on doit le voir, mais qui ne va pas évidemment faire mention de ces entrepreneurs-là, à part parfois lorsque ça sort dans la presse, hein, évidemment, quand la presse locale ou des ONG locales, ASSO, etc., font état de procédés illégaux, voire plus, hein, meurtriers, etc., on a l'ambassade qui prend position très rapidement et surtout très brièvement pour indiquer aux ressortissants chinois de respecter la loi locale, en fait, tout simplement, quoi, de respecter le droit local, la loi locale. Donc voilà, bon, moi, je n'ai pas de réponse évidemment toute faite, mais voilà, c'est une brève contribution. Oui, je crois que le dernier point que tu soulevais là est important parce qu'en effet, on voit que c'est un peu la nouveauté ces dernières années, puisque ces activités économiques chinoises qui se développent en Afrique, dans différents secteurs, des secteurs qui sont assez délicats souvent, finissent par, comme notre exemple le montre, créer des scandales locaux et donc forcent les autorités chinoises à se positionner. Alors évidemment, comme je dis, le discours, il est simple et assez minimaliste. Ils disent qu'il faut respecter le droit local, etc. Et ceux qui ne le font pas sont des méchants. Mais on voit quand même qu'il y a une question derrière qui est évidente, c'est qu'il y a une limite les autorités d'un pays ne peuvent pas en permanence ne pas voir ce que leurs nationaux font à l'étranger. Et qu'à un moment, il faut, quand il y a des problèmes en tout cas, il faut prendre position d'abord et puis peut-être dans un second temps, il faut essayer vaguement de résoudre les problèmes. Mais si vous voulez, l'idée que les intérêts privés ne posent pas à un moment des problèmes au pouvoir public dont ils sont originaires, enfin, de leur pays d'origine, évidemment une question à laquelle tous les diplomates vous répondront que bien sûr que non. À un moment, quand il y a des problèmes, il faut les gérer et les prendre en compte. Et je pense que c'est ce qu'on voit petit à petit au niveau des autorités chinoises, c'est la prise en compte progressive de ces questions, soit à cause des scandales qui naissent localement, soit parce que, en effet, la sécurité de leurs ressortissants est de plus en plus est de plus en plus précaire en Afrique et qu'il y a de plus en plus de problèmes de sécurité qui se posent. Et donc, ils doivent finalement prendre en compte, même s'ils ne le veulent pas, ou ils doivent prendre en compte progressivement les conséquences du développement de ces activités économiques qui ont lieu dans ces pays. Oui, bien sûr. Et puis, on peut ajouter également l'image quelque part de la RPC qui peut être malmenée par ces activités aux frontières du légal, pour être sympathique, quoi. Je voudrais en tout cas signaler une chose, c'est qu'on a cité un certain nombre d'exemples par rapport au Congo ou par rapport à d'autres pays africains, mais ces situations, la variété de ces situations, on les a retrouvées et analysées par rapport à la France. Hein. Les différents types de petits entrepreneurs qui partent de zéro, qui se créent une fortune locale et qui créent une entreprise, quel que soit par ailleurs le comportement de cette entreprise, ne va pas pour autant en faire
une entreprise chinoise, elle pourra devenir une entreprise chinoise si effectivement ils vont privilégier le lien avec la Chine, mais même dans certains cas, en privilégiant le lien avec la Chine, cela ne signifie absolument pas que les capitaux soient chinois. Et si vous regardez par cette personne qui a fait scandale récemment, le patron de l'Empire du thé à Paris, c'est quelqu'un qui s'est construit à partir de rien. Si vous regardez par contre les frères Tang, ils se sont construits à partir d'une fortune, mais qui n'est pas une fortune de capitaux qui viennent de Chine. Et je connais d'autres petits entrepreneurs qui sont arrivés avec rien dans les poches et qui ont parfaitement réussi. Donc, si vous voulez, l'origine, le fait que que vous ayez quelqu'un de nationalité chinoise à la tête d'une entreprise ne signifie pas que les capitaux de cette entreprise sont forcément chinois. Sans ça, on aurait le même raisonnement. Un Italien à la tête de Renault, Renault ne devient pas italien pour autant. Donc, c'est pour ça que ce genre je mets en garde contre une espèce d'essentialisation qui frappe à peu près toutes les analyses, les miennes y compris, dès lors que l'on regarde des entreprises chinoises, alors que nous avons une réalité sociologique et économique très compliquée, et que nous avons affaire à des phénomènes qui sont des phénomènes souvent ordinaires et que l'on peut rencontrer dans d'autres situations ou dans d'autres, entre autres les phénomènes de migration, hein, où vous avez des groupes communautaires qui occupent des niches. On l'a eu à Paris avec les petits épiciers arabes, alors que c'était les petits épiciers coréens à Los Angeles, et ainsi de suite. Donc, et ce n'est pas parce qu'ils sont coréens, ce n'est pas parce qu'ils étaient maghrébins, hein, c'est beaucoup plus parce qu'il y a tout un environnement qui va favoriser ça. Et donc, c'est pour ça que je dis que pour pouvoir comprendre le comportement de ces intervenants, de ces petits affairistes, hein, parce qu'il ne s'agit bien entendu pas des grandes entreprises, hein, il faut comprendre l'environnement, il faut d'abord regarder l'environnement dans lequel ils sont et dans quelle mesure cet environnement permet ce problème-là, parce qu'aujourd'hui ce sont des Chinois, demain ça peut être des Moldo-Valaques, hein, il n'y a aucune raison. Bon, donc, et alors, il y a aussi une autre chose, c'est qu'effectivement, et ça on le retrouve que ce soit à Paris ou que ce soit ailleurs, des récupérations des activités de ces micro-entrepreneurs ou parfois même de ces travailleurs individuels par des grandes entreprises qui les utilisaient comme relais. Donc, c'est en fait beaucoup plus dans une problématique beaucoup plus générale des mouvements de population, hein, qu'il faut analyser ça et la façon dont et par rapport aux problèmes précis que l'on trouve dans le pays qui rencontre ces difficultés. Et c'est pour ça que, encore une fois, je dirais, si le fait qu'ils puissent venir de Chine est explicatif parce qu'il y a les provinces aurifères, ce n'est pas le fait qu'ils soient chinois qui explique tout. J'ai l'impression que... Allô? Oui. Non. Bon, d'accord. Oui, on vous écoute. Hein? C'est un sujet qui amène à beaucoup de questions, en tout cas. Oui, non, mais parce que c'est un problème méthodologique. Hein. Oui, j'ai aucune réponse. Ce sont des observations que je lance parce que j'ai vu que plusieurs des intervenants, que ce soit Thierry ou Justin, vous avez mis l'accent sur les problèmes de mobilité. Et ce facteur mobilité, c'est un facteur qui me semble fondamental pour placer ce problème-là dans une problématique plus générale, et c'est en réfléchissant à cette problématique plus générale que l'on pourra peut-être générer une réponse. Alors ceci dit, il y a déjà des réponses que j'évoquais Justin à travers l'organisation de la société civile, à une nouvelle organisation de la société civile, hein, et ça, dirons-nous, ça peut correspondre à une évolution considérable. Et la question qui peut éventuellement se poser, c'est quels sont les moyens congolais pour essayer d'évaluer cette présence d'une façon beaucoup plus objective, hein, que l'on ne peut le faire aujourd'hui, où c'est simplement beaucoup plus j'ai entendu dire que, mon voisin a vu que, je pense que, hein, il est nécessaire d'établir des cadres beaucoup plus stricts, et c'est certainement pas facile à faire. Bah, surtout quand on a des acteurs qui se spécialisent dans l'opacité. Mais non, les micro-entrepreneurs sont opaques. Non, mais les macro-entrepreneurs aussi.
Oui, non, mais ça, je suis Le d'accord. Mais là, contrat vous avez. SICOMINE, Oui, le oui, oui, contrat oui, SICOMINE, oui, c'est oui, un non, contrat mais, d'État. ah oui, oui, mais on n'est pas sur les mêmes, sur les mêmes problématiques, hein. Là, vous avez affaire à des petits entrepreneurs, hein. Les petits entrepreneurs sont opaques, ne serait-ce que parce et ils sont souvent semi-alphabétisés, hein. Comme vous disiez très Non, justement, mais lui tout à je veux l'heure, dire, vous avez des gens qui souvent ne parlent pas la langue nationale ou très mal, qui ne bien connaissent pas sûr. la loi, hein, et qui, chez eux ni ailleurs. Donc, vous avez forcément des comportements qui sont, dirons-nous, complètement délirants. Bon, donc, Enfin, ce qu'on observe en RDC, c'est que les grands acteurs chinois, les grandes entreprises publiques chinoises sont opaques et que les oui, oui, petits oui, oui, acteurs sont opaques. oui, Les mais grandes entreprises chinoises sont opaques Oui, parce qu'elles ne oui, savent pas lire. Eramet est opaque, c'est les Françaises. Non, non, mais non, il y a opaque et opaque, hein. Je veux dire, il ne faut pas dire tout est la même chose, etc. Au moins, Eramet, on sait que c'est français, on sait où est le siège, on a un certain nombre de La, rapports de la, comptabilité, il y a des audits, etc. Ce n'est bah, pas le cas des entreprises chinoises, des les, grandes entreprises chinoises qui sont en RDC. les grandes entreprises chinoises, les Et grandes c'est pour ça que entreprises le président publiques, congolais a décidé de faire une commission oui, pour essayer de comprendre la comptabilité de Sicomine, parce que oui, personne mais ne l'a jamais vu. Oui, oui, mais je pense qu'en l'occurrence, c'est tout un ensemble de facteurs, hein, qui doivent être pris en compte. Et je pense que n'importe quelle grosse entreprise se trouvant dans l'environnement congolais aurait eu des comportements tout aussi critiquables que peut l'avoir l'entreprise chinoise qui se Non, il trouve ne faut là. pas dire que tout se vaut, parce que tout ne se vaut pas, et toutes les entreprises qui opèrent au Congo ne se valent pas. Voilà. Elles ne se valent pas. Il ne Non. faut pas Alors, dire qu'elles se valent toutes, etc. Ce n'est pas vrai. Il y en a qui sont. Glencore, par exemple, prenons des exemples concrets. Glencore est accusé de corruption au Congo et d'évasion fiscale, etc. Mais au moins, il y a un certain nombre de dossiers, de données financières qui sortent de Glencore sur ses activités au Congo. Alors que pour leur équivalent minier chinois ou construction chinois, bah, vous ne les avez pas, ces données. Donc, tout ne se vaut pas complètement. Et je suis d'accord que Glencore et les Chinois font de la corruption au Congo et de l'évasion fiscale, mais au moins, pour certains, vous avez des données qui peuvent l'avérer. C'est pour ça que vous avez des ONG occidentales qui sont capables d'écrire sur Glencore et de recouper un certain nombre de chiffres comptables et de montrer qu'il y a en effet de l'évasion fiscale, ce qu'elles ne peuvent absolument pas faire sur les sociétés chinoises, parce que la base de ces chiffres, elles ne les ont pas. écoutez, si tu, Moi, je voudrais bien revenir sur un point, si c'est possible. oui, Tu as soulevé tout à l'heure le rôle, la réaction de la société civile. Donc, on sait qu'elle a saisi l'Assemblée provinciale, mais quelles sont en fait les revendications de base de cette société civile et des communautés locales sur la question des expropriations, sur la question des pollutions, justement sur cette dernière question, mais là, je pense que ça les dépasse, de l'opacité des acteurs de l'orpaillage. Ce serait sympa si Justin avait des éléments à préciser là-dessus. Oui, par rapport à la société civile, les revendications formulées par la société civile ont porté sur tous ces aspects-là. Premièrement, le droit de communauté locale. Ici, j'ai parlé des expropriations de concessions, mais également le fait qu'il y a eu des travailleurs qui n'ont pas été bien traités. Ces revendications ont été exprimées par la société civile. Aussi sur les cas d'utilisation des produits nocifs comme le mercure et la cyanure qui détruisait l'environnement. Il y a eu aussi une revendication de la société civile qui a été bien exprimée. Et je vous ai fait savoir que actuellement, par exemple, pour revendiquer leurs droits, toutes ces victimes sont en train de se constituer à une corporation pour porter l'affaire devant la justice. Et toujours, elles sont accompagnées par la société civile. Donc, tous ces aspects-là ont été pris en compte par la société civile dans les revendications qui ont été formulées à l'intention des autorités provinciales et nationales. Est-ce qu'elles sont organisées en mouvement, en collectif? Bon, syndicat non, mais elles se sont structurées en tant que telles?
Pour le moment, il n'y a pas de collectif ni de mouvement, mais ce sont les organisations locales de la société civile qui se sont mises ensemble pour encadrer ces victimes-là. Au niveau des communautés villageoises ou des autorités locales? En fait, ici chez nous, les associations, les ASBL, les associations sans but lucratif, une fois reconnues, elles fonctionnent même dans les entités locales. Et ce sont ces ASBL, ces associations qui sont en train d'encadrer ces victimes. Ce ne sont pas des organisations qui ont pris naissance avec l'avènement de ce phénomène d'exploitation illégale, mais ce sont des organisations qui existaient avant. Et maintenant, qui ont seulement encadré ces victimes à cette occasion-ci. D'accord, merci. Écoutez, nous avons eu une séance assez animée avec des échanges qui montraient des approches assez différentes ou des soucis assez différents. Ceci dit, je dirais que la position de Thierry Vircoulon est presque plus optimiste que la mienne. Et j'espère que c'est lui qui a raison, les choses ne sont pas égales et que certaines entreprises, même critiquables, seraient peut-être plus visibles que d'autres. Je l'espère. Hein, et si c'était, comme je dis, si l'optimisme pouvait être la conclusion de notre approche, ça serait déjà une bonne chose. En tout cas, merci beaucoup à Justin et merci Thierry et merci aussi à Thierry pour ces interventions aujourd'hui. Hein, et merci à tous ceux qui ont participé à cette séance. La prochaine séance a lieu le 11 mai et nous recevrons Jean-Pierre Cabestan qui évoquera le cas du Cap-Vert, qui a une stratégie de petit État à l'égard de la Chine et qui, semble-t-il, est assez intéressante. Et la séance suivante qui terminera cette année aura lieu le 18 mai et nous recevrons Giorgio Blundo qui nous évoquera la question des motos chinoises et comment ces chinoiseries développent des africaneries. Voilà, écoutez, je vous remercie encore et surtout remercie beaucoup Justin et Thierry. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous. On a eu une excellente conversation en effet. Et puis surtout, je suis très content que la connexion est tenue avec Bukavu, Justin, même si quelques interruptions, mais en tout cas, on t'a bien entendu, Justin, et c'est super que tu aies pu participer avec nous depuis là-bas. Comme quoi, il ne faut pas douter du matériel chinois. Intéressant. Ça. Bon, merci beaucoup aussi de m'avoir associé à cette réflexion. Ok, bah écoutez, c'était avec plaisir, Allez, bonne à journée bientôt. À tous. Allez, Merci. bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.